Alors continuons notre étude des moteurs à combustion interne avec cette fois-ci le cycle diesel. Et ce nom-là est plus communément et universellement reconnu puisque c'est l'ingénieur allemand Rudolf Christian Karl qui a développé ce concept. Alors la grande différence, ou les grandes différences par rapport au cycle précédent, au cycle Baudrechas, c'est le fait que le mélange ne se fait pas avant l'entrée dans le cylindre dans le cas du moteur diesel, mais le mélange va s'effectuer à l'intérieur du cylindre. Ici, le fluide qui pénètre par la soupape d'admission, c'est de l'air pur, et on va y ajouter le combustible diesel par l'intermédiaire de ces injecteurs. L'autre grosse différence, c'est que la combustion ne va pas être générée par une étincelle comme dans le cas du cycle Baudrechas, mais va être initiée par les conditions thermodynamiques qui auront lieu à l'intérieur du cylindre. Lorsque le mélange se fait après la phase d'injection et lorsque on a compression très importante et montée en température de ce mélange, on va avoir auto-inflammation du mélange combustible-comburant et donc pas besoin de rajouter ou d'apporter une étincelle pour que cette combustion ait lieu. L'autre différence, c'est que les taux de compression en général dans les moteurs diesel sont plus importants que dans ceux de moteurs essence. Et donc les rendements sont un petit peu différents également. On le verra dans les applications numériques. Donc le premier temps du cycle diesel est très similaire à celui du cycle Baudrechas. C'est une admission. On retrouve ici le diagramme PV de représentation du cycle. Donc cette admission, comme dans le cycle Baudrechas, est une admission isobar. Le système dans cette phase-là est un système ouvert. Et ce qui pénètre cette fois-ci, par contre, c'est de l'air vraiment pur à la pression proche de la pression atmosphérique et à une température proche de la température ambiante. A noter que dans le cas des cycles diesel, on définit souvent ce qu'on appelle le taux de compression volumétrique. Donc, le taux de compression volumétrique, c'est le rapport Vmax sur Vmin. Il ne faut pas le confondre, ce taux de compression volumétrique, avec ce qu'on a appelé rapport de compression précédemment lorsqu'on étudiait les turbines à gaz. Je rappelle que le rapport de compression, c'était Pmax sur Pmin dans le cas du cycle des turbines à gaz. Donc ici, c'est un taux de compression volumétrique, donc c'est le volume maximum lorsque le piston est au point mort bas, sur le volume minimum lorsque le piston est au point mort haut. La deuxième phase, c'est comme pour le moteur essence, la phase de compression. Et cette compression, on va faire les mêmes hypothèses que sur la phase du moteur essence. On va les supposer adiabatique et réversible. C'est un cas idéal ici. Et du coup, la transformation, elle peut être considérée comme isentropique. Dans ce cas, si on suppose en plus qu'on a un gaz parfait à l'intérieur, donc que l'air se comporte comme un gaz parfait, on peut utiliser les équations de Laplace, PV puissance gamma égale constante, ou T fois V puissance gamma moins 1 égale à constante lors de cette transformation, entre le point A et le point B, puisque un gaz parfait sur une transformation isentropique suit ces deux lois ici. La phase suivante est une phase un peu différente du cas du moteur essence, puisque cette fois-ci, la combustion qui a lieu à l'intérieur du cylindre va être une combustion relativement lente. Par conséquent, on ne va pas pouvoir faire l'hypothèse, comme dans le cas du moteur essence, d'une transformation de combustion d'un chauffage isocore, mais cette fois-ci, on va pouvoir faire une hypothèse dans le cas du cycle diesel théorique d'une transformation isobar. En effet, la combustion est commencée lorsque le piston est au point mort haut,
et s'effectue sur une partie de la descente du piston, donc le piston qui descend, donc le volume dans la chambre qui augmente. Et au cours de cette transformation, on a apport de chaleur par le phénomène de combustion. Et l'hypothèse que l'on fait ici, c'est que le fait qu'on ait apport de chaleur va compenser, entre guillemets, le fait que l'on ait augmentation du volume et la dilatation du fluide liée à l'augmentation de la température va compenser le fait que la pression a tendance à diminuer lorsque le piston redescend. Et du coup, on fait l'hypothèse ici que cette transformation combustion, la phase de chauffage du cycle, est une transformation isobare. Dans ce cas, si on continue à faire l'hypothèse du gaz parfait, on peut appliquer sur cette transformation isobare de B à C la loi des gaz parfaits PV égale nRT avec cette fois-ci P constant. Et du coup, on retrouve une relation assez simple qui relie les volumes VC ici à la fin de la combustion avec le volume initial, le volume minimum du cycle et les températures respectives de ces deux points. Sur la deuxième partie de cette phase de détente, la phase de détente, elle a lieu de B à C et de C à D, puisque c'est la phase où le piston descend. Sur la deuxième partie, donc la partie entre C et D, une fois que la combustion est terminée, on n'a plus d'apport de chaleur dans le cylindre, on n'a plus d'apport de chaleur au système, et donc on va pouvoir refaire l'hypothèse entre C et D d'une transformation adiabatique irréversible dans le cas du système idéal, et on pourra de nouveau réutiliser les lois de Laplace si on suppose que sur ces transformations l'air se comporte comme un gaz parfait. Ici, comme pour le moteur essence, on suppose que dans l'ensemble du cycle, on a le même fluide qui se comporte avec des caractéristiques thermodynamiques constantes lors de l'ensemble du parcours du cycle. On a ensuite une phase de refroidissement, comme dans le cas du moteur essence. Ce refroidissement, on fait l'hypothèse aussi qu'il est extrêmement rapide, une fois que le piston est au point mort bas. C'est une phase très théorique, très idéale, que l'on ne retrouve pas non plus dans les cycles réels, comme on le verra tout à l'heure. Ce refroidissement, néanmoins, si on suppose que l'on est au point mort bas, on peut supposer qu'il est isochore. Ici, on peut supposer qu'il est isochore. Si on applique le premier principe entre le point D et le point A, on a le premier principe qui se simplifie de la façon suivante, puisqu'on n'a pas de travail échangé avec l'extérieur, puisque le piston est immobile, et on n'a pas d'entrée et de sortie de fluide du cylindre, puisque les deux pistons, les deux soupapes, sont fermées lors de cette transformation de refroidissement. La dernière phase du cycle est similaire à celle du moteur essence. C'est la phase d'échappement, au cours de laquelle le piston remonte du point mort bas au point mort haut. La soupape d'échappement est ouverte et donc le piston va repousser les gaz brûlés vers l'extérieur du système, et on a les mêmes hypothèses et donc le même type de transformation que dans le cas du moteur essence, c'est-à-dire une hypothèse de transformation isobare avec égalité de la pression entre l'intérieur du système et l'extérieur lors de l'échappement de ces gaz brûlés. Donc je ne vais pas aller plus dans le détail sur ce moteur diesel, vous ferez en TD un exercice sur ce cycle-là, mais d'ores et déjà vous êtes capable de tracer dans le diagramme TS ce cycle théorique du moteur diesel, et donc passer du diagramme PV qu'on vient de voir à un diagramme température-entropie. De la même façon que pour le moteur Baudrot-Chasse, dans la réalité des cycles de moteur diesel, on a un nombre important de non-idéalités et on en retrouve ici un certain nombre qui sont représentés sur ce cycle réel, enfin
plus ou moins réelle. Vous voyez que l'on n'a pas de transformation réellement isobare, ni à l'admission, ni au refoulement des gaz brûlés, en raison des pertes de charge lors de l'écoulement de ce fluide. Vous voyez que la phase de combustion n'est pas réellement à pression constante, hein, puisque effectivement dans l'hypothèse idéale on suppose qu'on a compensation parfaite entre la dilatation des gaz et la descente du piston. Dans la réalité évidemment c'est pas parfaitement le cas. Donc la pression lors de la phase de combustion varie légèrement, mais vous voyez que cette variation reste relativement limitée. On retrouve les notions que l'on a vues lors du cycle Baudrechas sur des avances à l'ouverture de la soupape d'admission, du retard à la fermeture de telle ou telle soupape. C'est ce que l'on retrouve ici avec les mêmes types de notations que précédemment, AOE, AOA, etc. De façon à permettre l'écoulement du fluide, de façon à permettre l'éjection des gaz brûlés efficaces et de façon à avoir un cycle qui fonctionne physiquement, qui soit possible. Alors que dans la théorie, effectivement, on a des transformations qui peuvent être extrêmement rapides. On remarque, pour finir, que la phase de refroidissement théorique, qui est supposée isocore, on la retrouve extrêmement peu. Ici, on a une avance à l'ouverture de la soupape d'échappement, donc dès avant que le piston arrive au point mort bas, on a la soupape d'échappement qui est ouverte, de façon à ce que pendant toute cette phase là, on a un échappement qui soit efficace et qui soit effectif et qui permette de vider complètement les gaz brûlés du cylindre. Et donc effectivement la phase de refroidissement isocore d'un système fermé, dans la réalité on ne peut pas l'observer. Alors, si l'on regarde le cycle global, dans le cas du moteur diesel, on peut définir ce que l'on appelle le rapport de volume d'injection. Ce rapport de volume d'injection est le rapport de volume entre l'instant de fin de combustion, au point C ici, sur le volume au point mort O. Donc ce rapport de volume d'injection va définir plus ou moins la rapidité de la phase de combustion par rapport à la phase globale de détente. Et donc, on peut classifier les différents cycles diesel par rapport à cette grandeur. On a ici représenté et comparé les deux cycles de moteur à combustion interne. Le cycle d'Otto, cycle Baudrechas ici, pour lequel ce rapport de volume d'injection qu'on note souvent RC, et qu'on appelle cut-off ratio en anglais, vaut 1. Pourquoi il vaut 1? Parce que dans le cas du moteur essence, rappelez-vous, le volume de fin de combustion, c'est le même que le volume de début de combustion. Ici, on a une isocore. Donc ici, dans le cas du moteur Otto, VC égale à VB. Et ici, on a deux représentations de cycles diesel différents, avec des rapports de volume d'injection de 2 et de 3. Donc, de 2, ça veut dire que la combustion est relativement rapide par rapport à la détente, et en tout cas plus rapide que dans le cas d'un rapport de volume d'injection plus important. Et ici, tous ces rendements sont exprimés en fonction de ce que l'on appelle en anglais compression ratio, qui est exprimé en français comme taux de compression. C'est le taux de compression, c'est le fameux Vmax sur Vmin que l'on a vu juste précédemment, et qu'il ne faut évidemment pas confondre avec le rapport de compression que l'on a vu dans les turbines à gaz. Mais donc on voit que les rendements de ces moteurs essence et diesel sont d'autant plus importants que les taux de compression sont élevés, et sont d'autant plus importants que la phase de combustion est rapide par rapport à la phase globale de détente, effectivement, puisque cette phase de combustion vient empiéter de façon plus ou moins importante sur la phase utile de production de travail du cycle. À noter que, comme point commun sur le cycle diesel et le cycle essence, on a la même façon de définir les rendements,
Dans le cycle diesel, la définition du rendement, c'est également le travail net sur la quantité de chaleur consommée. La quantité de chaleur consommée, elle est relativement facile à retrouver ici, mais dans le cas du moteur essence, les travaux sont échangés à la fois pendant la phase de compression, pendant la phase de combustion chauffage, puisqu'on est sur le début de la détente ici, et pendant la phase de détente seule en tant que telle. Donc on a 3 phases ici au cours desquelles on a du travail qui est échangé par le cycle. Donc c'est un petit peu plus difficile à quantifier que dans le cas du moteur essence où les phases sont bien distinctes, mais vous ferez, comme je l'ai dit, un exemple d'application de tout ça en TD. Donc ce cours va s'arrêter là. Nous n'avons pas fait l'inventaire et l'étude exhaustive de tous les types de cycles que l'on peut imaginer. Vous en connaissez déjà d'autres que vous avez vu l'année dernière, par exemple en TP, comme le moteur Stirling. Vous pouvez avoir entendu parler, par exemple, du moteur Ericsson. L'objectif ici, c'est, comme je l'ai dit, de ne pas être exhaustif forcément, puisqu'on ne peut pas avoir l'ensemble des concepts et l'ensemble des cycles qui a pu être imaginé depuis des générations. Mais ce que l'on a pu voir, c'est que la méthodologie d'étude de ces différents cycles reste à peu près similaire. La thermodynamique vise à simplifier les choses, à raisonner tout d'abord sur des cas idéaux. Donc on a vu dans ce cours des cycles idéaux, et il vous reviendra plus tard peut-être de passer à des cas un peu moins théoriques. L'application du premier et du second principe, tout ça c'est des choses qui sont maintenant bien connues et que vous êtes capable de faire sur n'importe quel cycle, n'importe quel cas. Et donc il ne tient qu'à vous de continuer dans cette démarche, soit à Polytech, soit plus tard dans votre vie professionnelle. Donc je vous retrouve très bientôt en TD et en examen. N'oubliez pas de bien réaliser les applications qui vous sont proposées sur le AD, de poser toutes les questions que vous pouvez encore avoir sur le forum qui est à votre disposition. Et je vous souhaite une bonne fin de semestre et une bonne réussite dans cette année. À bientôt. Au revoir.